Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du jeudi 13 mars. Aujourd'hui, voiture, téléphone intelligent, balles de golf, ce sont les consommateurs qui vont payer le prix de la guerre commerciale. Il sera dorénavant interdit de flâner dans le métro de Montréal. Pour le prochain budget du Québec, il faudrait à la fois couper les dépenses et augmenter les revenus. Il semble-t-il qu'un enfant sur deux, ce qui est énorme, vit de la discrimination ou de l'intimidation à l'école. Mais d'abord, un mot pour nous rappeler que le 13 mars 2020, il y a 5 ans, le premier ministre François Legault annonçait la fermeture des écoles, des cégeps, des universités et des services de garde. C'était le retour après la relâche scolaire et l'apparition au Québec des premiers cas de COVID. On connaît la suite. Le Québec surpose le confinement, la vaccination, le stress, c'était pas facile, l'anxiété, et des gens qui ont été vraiment marqués par cette période. Encore aujourd'hui, il y a des Québécois qui souffrent des effets de la COVID longue, épuisement, douleur, incapables de se livrer à des activités quotidiennes normales. Puis on ne peut pas oublier toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Il n'y a jamais eu d'enquête publique, les décès multiples dans les centres de soins de longue durée, enquête du coroner, mais une vraie enquête pour vraiment savoir ce qui s'est passé et apporter des correctifs. Et puis, on a appris cette semaine, avec la découverte de ces cas de rougeole au Canada, au Québec, une baisse de la protection vaccinale. Puis on remarque ça surtout dans des écoles privées à vocation religieuse où les parents ne veulent absolument rien savoir de la vaccination. Depuis la pandémie, on remarque là qu'il y a des gens qui ont peur des vaccins, qui refusent que leurs enfants soient vaccinés. C'est marginal, mais ça peut quand même avoir un effet qui se mesure, par exemple, avec ces cas de rougeole qu'on est en train de détecter. Parlons de l'Ukraine. C'est le principal dossier aujourd'hui parce que devant l'offre de cessez-le-feu, la question qui se pose, que va dire et que va faire Vladimir Poutine? Alors, Trump, lui, envoie une délégation à Moscou pour expliquer l'entente avec l'Ukraine et obtenir une réponse de Poutine. Il faut dire que les premiers échos laissent entendre que le maître du Kremlin est pas trop impressionné. Il a des conditions. Il veut garder les territoires conquis. Il veut que le pays demeure sous influence russe, donc il veut tasser l'Europe et remplacer Zelensky par un président, disons, plus conciliant, plus près de la Russie. S'il refuse de faire un cessez-le-feu, qu'est-ce que Donald Trump va faire? C'est intéressant parce que je voyais ce matin les combats qui se poursuivent. D'abord, il n'y a pas vraiment de pause de ce côté-là. Le ministère russe de la Défense qui a dit avoir abattu dans les dernières heures 77 drones ukrainiens au-dessus de différentes régions russes. Puis au même moment, il y a un bombardement russe dans le sud de l'Ukraine qui a fait au moins un mort. Hier, Vladimir Poutine s'est présenté sur la ligne de feu. Il a ordonné à ses soldats de faire le ménage, de libérer la zone de l'ennemi. On se trouve dans la région de Koursk. Et il était vraiment comme un chef de guerre. Il ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui se prépare à appuyer, à approuver un cessez-le-feu. Et je signale ce matin les propos de Zelensky, qui est un acteur, vous le savez, qui est un humoriste, comédien, de formation, de métier. Et là, il a compris qu'il ne faut pas déranger la bête à Washington, que sa magnificence aime pas trop être contrariée. Alors, quand il parle de l'accord de cessez-le-feu, il dit on va attendre de voir ce qui se passe. J'ai surtout hâte de connaître la réaction de Trump si jamais les Russes refusent de signer. Mais il résume la fragilité de toute l'opération en disant, et je cite, « Vous savez, tout peut basculer à partir d'un tweet, à partir d'un message sur les réseaux sociaux. Donc, il est extrêmement prudent. » Les fameux tarifs. Bon, le Canada contre-attaque acier, aluminium venant des États-Unis, mais aussi, je le disais, des équipements de sport, les téléphones intelligents, les ordinateurs. Les prix vont grimper. Qui va payer? Ben, vous et moi, évidemment. Et entre-temps, notre ami Leroy affirme qu'il n'hésite pas actuellement, là. C'est pas une girouette, Donald Trump. C'est un être, il se définit comme ça, là, flexible. Mais, vous savez, flexible, c'est quand on discute. Mais une fois que la machine est en marche, rien ne peut l'arrêter.
Donc aujourd'hui, visite à Washington de deux ministres fédéraux, c'est-à-dire le ministre François-Philippe Champagne et le ministre Leblanc, ministre des Finances, pour aller visiter le secrétaire américain du commerce. Quel est l'objectif? D'abord, essayer de calmer le jeu, avoir une discussion civilisée. Mais quelle est la marge de manœuvre du secrétaire américain quand son boss est un être imprévisible qui décide seul et qui est vraiment le patron? Donc, il peut relayer des messages, mais c'est pas mal ça son mandat. Est-ce qu'il peut vraiment changer le résultat final? Je pense pas. Et on sent justement aux États-Unis beaucoup de nervosité, je vais revenir tantôt, des investisseurs. Et l'idée d'avoir un discours puis un canal de communication, c'est normal. Mais il n'y a personne qui est capable de nous dire qu'est-ce qu'il va faire. Puis je voyais les ministres hier qui disaient, grosso modo, l'économie canadienne va bien. Si c'était pas de Trump, on serait pas dans le trouble, on serait pas en train de gérer une crise comme c'est le cas actuellement. Alors, les produits qui sont touchés, première vague, si on veut, ça vise bien sûr l'acier, l'aluminium. C'est en réponse à Trump. C'est la stratégie 1$ pour 1$. Ski, raquettes, tennis, bâtons de golf, des produits en fonte, les téléphones intelligents. Quand vous additionnez tous les tarifs d'un pays et de l'autre, la facture va finir par exploser. Puis c'est dur de comprendre exactement comment ça va s'appliquer parce qu'on l'annonce, puis après ça, il faut voir les retombées, puis à quel moment notre portefeuille va être touché. En alimentation, ça peut arriver assez vite. Pour les voitures, par exemple, on s'attend à une augmentation de prix. Ça peut prendre un peu de temps. Alors, ça, c'est le premier volet. Puis il y a, au mois d'avril, dans quelques semaines, M. Trump qui va y aller avec des augmentations de tarifs de 250%, c'est ce qu'il promet, sur, entre autres, les produits laitiers et le bois d'œuvre, et ce qu'il appelle les contre-tarifs. Tu m'augmentes, je t'augmente une couche de plus. Tu veux jouer à ça? Tu vas voir que je vais te brasser. C'est comme ça que Trump se comporte. Pour ce qui est de l'industrie automobile, je voyais les commentaires des gens là, qui sont dans la fabrication, des manufacturiers de voitures, et aussi les pièces. Il ne faut jamais oublier ce volet qui est important. Ils disent, c'est pas compliqué, là. On ne peut pas transférer la production aux États-Unis à court terme. 1. 2, il y a des pièces qu'on ne trouve pas sur le marché américain et qu'on va devoir acheter au Canada et aux États-Unis, et on va donc payer plus cher. Et ce qui risque de se produire, c'est une baisse au niveau de la qualité. On va peut-être se contenter de produits un peu plus cheap. Je ne dis pas qu'on va mettre les véhicules en danger, là, puis notre sécurité. Je dis juste que là, ils vont gosser pour avoir les prix les plus bas possibles. Sinon, au final, c'est l'acheteur qui va payer. Et les voitures sont déjà très chères. Vous comprenez la nervosité des grands de l'automobile, puis même des fabricants comme Toyota, Honda qui sont installés aux États-Unis, qui sont, je dirais, inquiets de voir comment ça se passe. Et à cet égard, dans le Wall Street Journal d'aujourd'hui, histoire intéressante. Rencontre à l'université Yale de gros patrons, de milliardaires. Michael Dell, le boss de Pfizer. JP Morgan, la banque. Tu sais, vraiment les gros bonnets de l'industrie américaine. Alors, ils ont comme une double attitude. Ce qu'ils disent en privé et ce qu'ils disent devant Trump. Alors, lors de cette rencontre privée, les échos sont dans le Wall Street Journal, ils disent on ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est pas rationnel, c'est pas logique. Et surtout, ils insistent là-dessus, là, l'attitude, la fixation de Trump sur le Canada. Ces gens-là, là, qui sont des milliardaires puis qui gèrent des milliards, disent ça ne peut pas tenir la route. L'économie canadienne, américaine, c'est interrelié. C'est une toile d'araignée tissée serrée. On ne peut pas commencer à défaire ça sans vouloir briser l'économie. Et c'est pas vrai que le visage de l'économie américaine va changer. Parce que c'est ça la prétention de Trump. Ça fait mal actuellement. La bourse qui va un petit peu mieux, mais depuis qu'il est au pouvoir, disons que ça cogne dur vers le bas. Alors, pour eux, là, c'est un non-sens. Mais quand ils se retrouvent devant Trump, ils ont l'air des courtisans. Oui, Monsieur le Président, oui, Sa Majesté, ils se pinent du bonnet et
il ne pose jamais de questions sur les tarifs. Il ne faut pas confronter le narcissique. On préfère tasser les miroirs dans la pièce pour garder son attention. Mais jamais le contredire, jamais le piquer, jamais l'insulter, ce serait l'erreur ultime. Fait qu'on s'en parle entre nous, mais jamais on ose l'affronter sur ces questions-là. Et il y a aussi ce texte de Francis Veil ce matin qui, finalement, pose la question globale de l'incertitude. Parce qu'au final, c'est ça. Oui, on va payer plus cher, ça nous rend inquiets. Est-ce qu'on va perdre notre job? Est-ce que ça a un impact sur le coût de la vie? C'est sûr que ce sont des questions. Puis on peut ajouter la frontière aussi. Mais il y a un sondage qui est fait par la Banque du Canada, qui a baissé hier un peu les taux d'intérêt, donc le taux directeur. Et ce que la Banque du Canada mesure, c'est l'indice de confiance des gens. Et c'est ça qui est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on le voit, au fil des ans, ça évolue. Et ce qu'on remarque, donc, c'est que les gens au Canada sont quand même assez inquiets de la situation. L'enquête menée de fin janvier à fin février fait ressortir que dans le contexte, la proportion des ménages qui entendent dépenser plus prudemment, c'est 27 %. C'est-à-dire des gens qui lèvent le pied en disant « Je vais attendre avant de faire de grosses dépenses ». Pour les entreprises, 40 % ont déclaré réduire leur projection d'embauche. On met le pied sur le frein aussi. 48, une sur deux pratiquement, qui veulent couper dans les budgets d'investissement. Tout ça grâce à Donald Trump, parce que les gens ne sont pas capables de prévoir ce qui va se passer. Alors, c'est un président qui méprise de façon générale le petit peuple, alors que le peuple pense que c'est la personne qui va les sauver. Les chefs d'entreprise se prosternent devant lui parce qu'ils espèrent des baisses de taxes puis de règlements, puis ils n'ont jamais cru qu'il était pour être aussi déchaîné concernant les tarifs. Dernier volet à ce dossier, c'est dans le Journal de Montréal. C'est sans surprise qu'on apprend que des armes à feu de contrebande, donc des armes à feu qui entrent au Canada illégalement, arrivent bien sûr des États-Unis. Alors, si M. Trump s'excite avec le fentanyl, il ne dit pas grand-chose concernant ces Glock et autres armes qui circulent. Selon des documents policiers obtenus par le bureau d'enquête et l'agence QMI, on a retrouvé des armes chez des personnages connus au fil des ans là, du crime organisé. Je peux vous donner une courte liste. D'abord, on a trouvé dans une armoire de la cuisine de Leonardo Rizzuto une arme à feu dans sa cuisine donc de Sainte-Dorothée à Laval. On a trouvé une arme à feu à l'intérieur de la doublure d'un sofa dans le salon de Rénal Desjardins, qui était un allié du clan Rizzuto, puis qui est devenu un ennemi, puis d'autres armes comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ça circule, parce qu'il y a deux Américains, un homme et une femme, qui sont dans cette histoire-là, et ils profitent d'une librairie, la librairie Haskell, dont la porte principale est située dans l'État du Vermont, puis la partie nord de la librairie se trouve du côté canadien, à Stansted. Puis il y a une ligne noire dans le milieu du plancher qui est en fait la frontière. Puis vous comprendrez qu'il n'y a pas de douanier là, puis qu'il n'y a personne qui surveille. Alors, c'est dans cette librairie où on fait le trafic d'armes, notamment dans la salle de bain. Les deux individus ont été arrêtés. Et puis on parlait tantôt de ce que j'appelle l'obsession de Trump pour le Canada, puis de la frontière. C'est un sommet de 2 jours qui s'ouvre au manoir Richelieu, donc dans Charlevoix, avec les ministres des Affaires étrangères du G7. C'est Mélanie Joly qui reçoit. Et le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, va être présent. Et il faisait route vers le Canada. Puis on l'interrogeait. Est-ce que vous avez l'impression que l'accueil va être glacial? Il dit, je comprends pas pourquoi je m'attends à être très bien accueilli. Tu lances une guerre commerciale, on sait là, t'es le porteur de valise de Trump, mais quand même, il y a une guerre commerciale, et tu parles du Canada, parce que Rubio dit pas le contraire du président, là. Il est peut-être un peu plus nuancé, il sait probablement que ça n'a pas d'allure, mais il dit, je comprends très bien que les gens sont pas chauds à l'idée d'être annexés par les États-Unis. Tu dis, pardon, les gens ne sont pas chauds. On va parler de quoi? On va parler de l'Ukraine, on va parler de la guerre des tarifs, mais je peux pas croire
parce que Mélanie Joly a dit, on ne parlera pas de l'histoire de la souveraineté, c'est clair, c'est réglé, c'est même pas un sujet de conversation. Moi, je pense qu'il faut en parler. Puis il faut confronter Rubio sur cette question-là. Si Justin Trudeau a décodé dans le message de Trump une intention d'affaiblir économiquement le Canada pour mieux s'emparer des richesses et du territoire, c'est pas banal, c'est pas rien, et ça mérite d'être adressé lors d'une rencontre de cette nature. Maintenant, fini le flânage dans le métro. La presse a les détails de ce qui sera annoncé aujourd'hui. C'est pas compliqué, là, les gens sont pas bien dans le métro. Une personne sur deux sent de l'insécurité. C'est stressant. On se promène, puis on a l'impression que c'est un refuge. Les gens sont couchés par terre, fument, consomment de la drogue, urinent un peu partout. En un mot, c'est dégueulasse. Puis je comprends qu'on n'a pas de ressources. Puis ces gens-là ont pris le métro comme un refuge. Donc, dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va patrouiller et on va expliquer aux personnes que là, tu peux pas t'écraser dans le métro. Bouge, marche, circule. T'es pas là pour t'installer pendant des heures comme c'est le cas actuellement. Donc, on va les approcher doucement. On va voir dans quel état ils sont. On va leur faire comprendre qu'il faudrait vous déplacer. On va vérifier l'état mental. On va regarder tout ça. Autrement dit, on va faire en retard ce que des villes comme Toronto, Vancouver et Ottawa font déjà depuis un certain temps. Et on va appliquer ça avec jugement et empathie. Alors, c'est pas automatique, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens se déplacent. La mesure qui est vraiment intéressante, c'est que pour faire bouger le monde, on va réduire l'espace commun, les espaces communs qui existent et qui sont occupés par exemple, des flâneurs puis des consommateurs de drogue. Il y a, par exemple, la mezzanine de la station Place des Arts sur la ligne verte, où de nombreux sans-abri consomment des drogues. L'un des deux corridors et les ponts qui surplombent la station seront bloqués. Station Bonaventure, il y a 30 à 50 personnes par jour en situation d'itinérance. Alors, on a décidé de mettre des grillages sur la mezzanine, puis aussi de limiter les espaces. Vous allez peut-être vous sentir un peu plus dirigé, il y aura moins de grands espaces, mais tout ça, c'est pour éviter que des gens décident de camper dans le métro. On parlait des taux d'intérêt. Bon, la Banque du Canada a baissé le taux directeur et on est en bas de 3 %, ce qui est une bonne nouvelle, bien sûr, mais beaucoup d'experts, dont je lisais les commentaires ce matin, disent « C'est bien beau, là, mais le prix des maisons demeure élevé. Pour les jeunes, là, pour les premiers acheteurs, ça demeure un défi. » Et l'autre défi, ça concerne les gens qui renouvellent actuellement l'hypothèque. OK, ça baisse, mais ce sont des gens qui sont allés chercher peut-être une première hypothèque, une deuxième, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, et les taux étaient tellement bas que l'augmentation qui les attend sera élevée, et ça va avoir un effet direct sur leurs finances personnelles. L'Institut économique, c'est important, là, de développement du Québec, là, nous dit dans une étude qui est présentée aujourd'hui officiellement que le gouvernement va devoir prendre de grandes mesures. Et là, on le sait, là, le ministre Éric Girard qui prépare son budget. Donc, ce qu'on découvre dans ses recommandations, c'est qu'il faut non seulement gérer ça super serré, ça veut dire couper dans les dépenses, réexaminer les programmes sociaux et augmenter les revenus. Ce qui n'est pas rien, là, parce qu'il y a un plan qui est le retour à l'équilibre des finances publiques, l'équilibre budgétaire. Donc, l'Institut du Québec nous dit, en gros, c'est un défi. Puis si vous ne le faites pas, ben ça n'arrivera pas. Je vous rappelle qu'on vient d'appliquer, juste en santé, 1,3 milliard. Je vais revenir dans quelques instants. Puis il faut s'attendre à ce que ça frappe ailleurs. Comment, pour le prochain budget, face à une population qui vieillit, des traitements qui coûtent plus cher, on peut, puis là, je connais le tour de passe-passe, là. Ils vont dire on augmente les dépenses, mais si c'est en bas de l'inflation, puis des coûts de système, ben en quelque part, ils vont gérer comme ils gèrent actuellement. Et là, êtes-vous prêt à payer plus? Je le sais, la revue de presse aujourd'hui, là, les tarifs, on paye. On va payer plus pour nos hypothèques. Puis là, ben peut-être que le gouvernement du Québec joue avec l'idée d'enlever des crédits d'impôt. Puis même, l'Institut dit, vous devriez peut-être augmenter la taxe de vente.
Ils feront pas ça à un an des élections, mais ça montre l'état des finances publiques. Réseau de la santé, Frédéric Abergel, le numéro 2, qui a été viré par Geneviève Biron. Le Devoir est allé placoter avec des gens qui œuvrent autour de Santé Québec, qui sont à l'intérieur du monde du réseau, les mandarins, les gens qui ne sont pas identifiés, évidemment, ils sont dans l'ombre. Mais ce qu'on décrit est intéressant, donc c'est dans le Devoir. Je partage ça avec vous aujourd'hui. D'abord, personne trop va s'ennuyer de M. Abergel. C'est mitigé un peu. Il y en a qui l'aiment parce que entre gens du même univers, qui parlent le même discours, on s'entend, mais il y en a qui pleurent pas, puis surtout, personne se mettra à brailler si Geneviève Biron quittait son poste. Ça vous montre à quel point ça va bien dans cette nouvelle couche bureaucratique. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? D'abord, d'être froide, d'être absente de plusieurs comités de direction. Puis il y en a un qui dit, de façon un peu méprisante, vous savez, PDG, mais dans le fond, compte tenu de son expérience au laboratoire Biron, je ne peux pas dire que c'est quelqu'un là, qui est, comme on dit, dans les hauts niveaux de la gestion. Ce serait plutôt l'équivalent d'une direction adjointe. Sentez-vous comme moi le mépris, en disant, c'est une petite gestionnaire qui nous arrive du privé, puis qui va essayer de nous dire quoi faire. Alors, premier constat, il y a de l'eau dans le gaz. Deuxièmement, M. Abergel trouvait que Mme Biron avait un discours, une approche qui n'était pas respectueuse, puis que les équipes de Santé Québec sont des équipes tellement jeunes qui connaissent rien. Ce qu'il faut comprendre dans l'article, vous avez les mandarins qui veulent garder le contrôle. Personne, là, va venir leur enlever ça. Ils ont perdu leur roi, là, M. Abergel. Il n'a même pas fait un an dans le job, puis il va recevoir un beau gros chèque. C'est comme ça qu'on règle les cas. Alors, lui, il s'en va, puis elle essaie de reprendre le contrôle. Comment voulez-vous que ça marche? Puis en plus, on lui dit, Madame Biron, pourriez-vous couper 1,5 milliard sans que ça apparaisse dans les dépenses? Je vous le dis, là, ça s'en va dans le mur, cette affaire-là, puis je parle même pas du dossier de santé. Nordvolt, faillite. Le Québec perd pas mal de millions. C'est quoi? 500 millions à 2 avec la caisse de dépôt. Puis là, on essaie de nous faire croire qu'on est capable de sauver la mise avec le projet québécois. Y a-t-il quelqu'un qui en veut? Y a-t-il quelqu'un qui veut racheter tout ça et faire démarrer le projet? Puis ça veut pas dire que la filière batterie, c'est mauvais au grand complet, là. C'est pas ça. Mais Nordvolt, la maison mère se plante. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec le projet ici au Québec? Et je termine avec cette étude qui me fait réfléchir. Toujours des doutes, des réticences sur certains sondages, mais je partage ça avec vous. Alors, c'est une étude, ça s'appelle « L'enquête sur le bien-être des familles québécoises ». Ça a été fait au début du mois de février. Il y a 11 000 parents qui ont répondu sur une base volontaire. Donc, ce sont des parents peut-être plus touchés, plus impliqués. Ça peut expliquer un peu les résultats, mais en gros, plus d'un parent sur 2 dit que son enfant vit de l'intimidation ou de la discrimination. C'est ce qu'il pense. Est-ce que c'est ça qui se passe? Probablement. Peut-être qu'il ne sait pas tout, le parent. Peut-être que son enfant le vit puis il ne partage pas ça avec lui. Puis quand on demande aux parents pourquoi, 59% disent que c'est au primaire, au secondaire également, et que c'est surtout, en termes de remarques, donc de l'intimidation. C'est relié à l'apparence physique, au comportement. Les enfants qui ont des besoins particuliers sont plus ciblés. Donc, les enfants différents vont se faire brasser plus et le parcours scolaire va être difficile. Puis, les plus fréquentes manifestations chez les jeunes, les filles, beaucoup, les gars aussi, là, la peur de ne pas être aimé par les autres et la nervosité de parler à de nouveaux amis, c'est-à-dire de socialiser. Je reprends les propos de la docteure Mélissa Généreux, qui est prof à l'Université de Sherbrooke, qui a fait cette étude. Elle dit, je ne peux pas faire autrement que de penser à l'impact des réseaux sociaux, la reconnaissance, puis en même temps, de se retrouver isolé, puis en même temps, d'avoir besoin d'être reconnu par les autres, puis de ne pas être capable d'engager une conversation. Ça fait réfléchir. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.